Très bien. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être là. Donc, on va continuer ce cours et continuer, ça veut dire éventuellement reprendre un petit peu des choses qui ont été dites la dernière fois et sur lesquelles j'avais effectivement fait une erreur, comme Albert me l'avait noté. Donc, on était parti sur l'ensemble des solutions. Et j'avais défini un S étoile, disons, qui est l'ensemble des U de mu divisé par norme de U de mu appartenant à D, selon que l'on veut représenter l'ensemble des solutions ou l'ensemble en erreur absolue ou en erreur relative. Et donc, lorsque mu varie, l'ensemble des solutions, certaines qui nous intéressent, peuvent devenir petites par rapport aux autres, il est plus conseillé de travailler sur U étoile. Et donc, j'avais montré que les matrices de corrélation qui arrivaient pour regarder l'ensemble des valeurs propres étaient effectivement différents, qu'il y avait un passage simple entre les deux, qu'il y avait, donc si A était une matrice, l'autre matrice était D, A, D, et que donc les valeurs propres étaient différentes. Mais bon, j'étais allé un petit peu trop vite en disant que les vecteurs propres étaient les mêmes et que les valeurs propres étaient simplement rescalées par la matrice D. Évidemment, c'est faux. Ce petit passage était allé un petit peu trop vite. L'essentiel étant que selon qu'on travaille sur S ou sur S étoile, l'ensemble des fonctions propres qui vont être requises pour faire l'approximation de S ou de S étoile va être différent. Donc c'était ça qui était quand même le message principal. Excusez-moi pour cette petite erreur qui était venue du fait qu'on en apprend tous les jours et que je n'avais pas réalisé que ça peut être intéressant de regarder cet ensemble S étoile plutôt que l'espace S. Bon, alors, on va maintenant qu'on a compris un petit peu ce que c'était ces méthodes de réduction de complexité, on va essayer de monter d'un cran pour regarder ces approches de réduction, toujours pour cet ensemble S qui nous intéresse, et on va définir la notion, on va inclure ça dans la notion de encodeur et décodeur. Alors cette notion d'encodeur et décodeur est une notion classique et générale pour essayer d'approcher l'ensemble des solutions d'un ensemble quelconque de façon réduite. On a un espace X, qui peut être un espace de Banach ou un espace de Hilbert, dans lequel S, qui nous intéresse, ou évidemment S étoile, est inclus, donc est un espace de Hilbert ou de Banach, donc dans lequel on a une mesure, une norme, qui en a fait un espace complet. Et on a une application qui va aller de X dans Rm, qu'on appelle un encodeur, et une application qui va aller de Rm dans X, qu'on appelle le décodeur. Alors, ces encodeurs et décodeurs vont être calculés pour représenter au mieux l'ensemble S qui est là, avec un M qui va justement représenter, synthétiser la complexité de l'ensemble des solutions. Alors, E et D sont définis comme permettant de minimiser la distance dans X de V moins la reconstruction D rond E de V, c'est-à-dire à V, on associe l'encodeur, puis on associe le décodeur, on se retrouve donc dans X. Et on essaie donc, pour tous les V appartenant à S ou S étoile, alors je vais mettre S de façon systématique maintenant, je vais oublier l'étoile, mais ça peut être avec l'étoile si on veut considérer les fonctions normalisées. Et on va essayer d'optimiser le décodeur et le décodeur pour que cette erreur qui est là, cette erreur de reconstruction, soit la plus petite possible. Et donc, on va minimiser sur D et sur E. Alors, évidemment, E et D, ils peuvent être n'importe quoi. Par exemple,
si V appartient à S, V c'est un U de mu. D'accord? Et donc, on pourrait très bien imaginer qu'à partir de la donnée de U de mu, on essaie de reconstruire mu. D'accord? Donc ça s'appelle de la reconstruction de paramètres, l'inversion du problème qui a mu associe U de mu. Donc si E, c'est l'inverse de cette application-là, alors dans ce cas-là, D, c'est tout simple. À partir de mu, on calcule U de mu en résolvant le problème qui nous est donné. D'accord? Et donc, on peut très bien avoir 0 ici. Okay? Vous comprenez bien que 1, c'est faisable, 2, c'est difficile, c'est-à-dire à partir de U de mu, retrouver le paramètre qui a généré cette solution-là, c'est un peu compliqué. D'accord? Mais en tout cas, ce problème-là n'est donc pas totalement idiot. Et du coup, M, dans ce cas-là, on sent que ça va être lié en relation avec... alors, peut-être mettre je vais appeler ça P comme ensemble de paramètres, parce que D, c'est déjà pris. Donc, donc M va être lié dans un certain sens à la complexité de P, c'est-à-dire combien j'ai de paramètres pour définir mon problème. Et que donc, E et D, ils peuvent être très compliqués. D'accord? Mais très compliqués, ça veut dire aussi très compliqué à définir, très compliqué à retrouver. Et donc, selon les classes qu'on va définir, on va avoir un problème qui est abordable ou un problème qui est beaucoup plus compliqué. Alors, la plus simple des approximations, c'est bien sûr d'avoir le cadre linéaire. Le cadre linéaire, donc D et E sont linéaires, sont deux applications linéaires, et dans ce cas-là, eh bien, on prend ce qu'on appelle l'approximation number, qui est AM de S dans X, qui est donc l'infimum, puisque D et E sont linéaires, D rond E, ça va être linéaire, donc on peut condenser ça en un L qui est linéaire, du sup sur V appartenant à S, de V moins LV, norme dans X, où L est un opérateur linéaire de rang inférieur ou égal à M. Donc là, c'est très simple. On a deux applications D et E, linéaires, en fait, une seule grand L de rang M à trouver, qui va nous permettre de reconstruire cette solution qui est là. Alors, avec ça, on ne va sans doute pas bien loin. Et donc, on va complexiter un petit peu la chose en demandant que D soit toujours linéaire et E soit non linéaire. D'accord? Dans ce cas-là, eh bien, on tombe sur l'épaisseur de Kolmogorov. Puisqu'en effet, à partir de V, on va associer un E de V, d'accord, qui va nous donner des M nombres dans R qui dépendent de V. Et à partir de ça, donc à partir de V, on va avoir un E de V qui est égal à un EI de V I allant de 1 jusqu'à M. Et avec ça, on va faire une reconstruction de V par l'application de D. Et D étant linéaire, eh bien, ça veut dire que, et s'appliquant sur les UI de V, d'accord, D de x1 jusqu'à xm, ça va être une somme de xi multiplié par des vecteurs que je vais appeler di appartenant à x. Et donc là, qu'est-ce que c'est que d rond E de V? Eh bien, c'est la somme des EI de V multiplié par di
i allant de 1 jusqu'à petit m. Et donc on fait la différence entre v moins cette somme-là. Et dans le cas où on est dans un espace de Hilbert, eh bien, ça veut dire que les EI de V sont les composantes de V dans la base des DI qui est là. Et donc, forcément, dans le cadre où X est un espace de Hilbert, l'application qui a V associe E de V se retrouve être linéaire. Donc, dans le cas hilbertien, l'épaisseur de Kolmogorov revient à la notion de nombre d'approximation qui est là. D'accord? Donc on a le dm de S dans X qui est égal à am de S dans X si X est un espace de Hilbert. Alors ensuite, on va passer à un D non linéaire et E qui reste linéaire. Et dans ce cas-là, on arrive dans le cadre des approximations non linéaires et on définit le sensing number. Le sensing number qui représente Sm de S dans X, qui est l'infimum sur D lambda 1 lambda m du sup sur V appartenant à S de V moins D de lambda 1 de V, lambda 2 de V, lambda m de V, norme dans X, où les lambda I qui sont là sont des formes linéaires à trouver de façon optimale, et D est une application décodeur non linéaire quelconque. Alors, on va dans les cours à venir parler de ce type d'approximation, puisque ça permet de généraliser un petit peu cette application de cette épaisseur, cette application des épaisseurs de Kolmogorov sur lesquelles on a commencé à travailler, dans le cadre justement où l'épaisseur de Kolmogorov ne décroît pas suffisamment vite et donc ne conduit pas à une compression de l'information suffisante. En fait, comme je l'ai dit ici au niveau du décodeur et de l'encodeur, le meilleur des encodeurs serait l'application qui a U de mu associe mu. D'accord ? Et le meilleur des décodeurs serait justement cette reconstruction qui est à partir de mu, on résout le problème U de mu. D'accord ? Donc ça, c'est le meilleur des encodeurs et des décodeurs que je vais appeler ici U de mu associe mu, et D qui a mu retrouve U de mu. D'accord ? Et on sent bien, quand on voit ce D et ce E qui sont optimaux, on sent bien que même si ces opérations U de mu donnent mu et mu donne U de mu sont compliquées, eh bien on va peut-être pouvoir les apprendre avec des méthodes d'intelligence artificielle, des réseaux neuronaux, et donc ça va nous amener naturellement à cette chose-là. Alors, le cadre de ce cours-là, c'est de faire des mathématiques et de garantir les résultats, à la fois par des estimations a priori et des estimations a posteriori, ce que, malheureusement pour le moment en tout cas, les méthodes d'apprentissage ne peuvent pas permettre. On sait qu'en augmentant la taille des réseaux neuronaux, on sait qu'en améliorant les méthodes d'apprentissage, on sait qu'en augmentant l'ensemble d'entraînement, on arrive à des merveilles, mais des merveilles qui sont difficiles à quantifier et surtout, a posteriori, difficiles à qualifier. D'accord ? Donc, on va essayer d'utiliser ces outils d'apprentissage, néanmoins, de façon contrôlée pour garder la main sur les estimateurs a posteriori et a priori qu'on a commencé à développer.
Voilà, et donc, cette notion qui est là, ce sensing number, est assez proche de la notion de non plus épaisseur de Kolmogorov, mais épaisseur de Gelfand. Et donc, il y a des très bons papiers de Devor, Cohen sur ces techniques-là, sur lesquels je vous invite à regarder. Moi, j'ai beaucoup appris en discutant avec Albert de ces choses-là. Alors, la dernière classe, c'est D non linéaire et E non linéaire aussi. D'accord ? Et donc, dans ce cadre-là, des E non linéaires, eh bien, on arrive à minimiser encore plus cette reconstruction. Et donc, dans ce cas-là, on minimise, on optimise sur les D et E, qui appartiennent néanmoins à certaines classes de régularité, parce que l'objectif, quand même, ça va être d'apprendre ces D et ces E, même s'ils sont non linéaires, de façon optimale et de façon constructive, pour être capable de les utiliser. Alors, on reviendra là-dessus par la suite, puisque c'est l'objet de principalement la deuxième partie du cours. Mais on va revenir à des choses plus linéaires et plus de base pour continuer à garder la main sur la façon dont on utilise ces objets-là. Et donc, on va parler maintenant de données. Okay ? On va parler de données et de reconstruction d'état à partir des données. Donc, pour ceux qui connaissent déjà les concepts principaux que je vais aborder, on va parler de interpolation empirique, les points magiques. On va parler de la généralisation qui est là et des méthodes PBDW de reconstruction quasi optimale à partir des données. Donc, l'idée, c'est que on travaille toujours dans le cadre de ces solutions-là, et à toute fonction V qui appartient à X, on a des données qu'on va considérer comme étant des formes linéaires appliquées à V. Alors, la plus simple et plus classique des approches, c'est lorsque les données sont des valeurs en des points qu'on est capable de mesurer, où X est un point de oméga, et par exemple X est un espace du type C0 sur oméga bar. Alors, reconstruire un état, une fonction, à partir de données ponctuelles, ça s'appelle un problème d'interpolation. Okay ? Donc le problème d'interpolation, à partir de V de xi, i allant de 1, et puis on va prendre m valeurs qui sont données, on va vouloir reconstruire une approximation qu'on va appeler im de V, qui est telle que im de V au point xi est égal à V au point xi. Alors ce problème-là est un problème très ancien, et on sait que c'est un problème compliqué, et que déjà en dimension 1, sur un intervalle AB, et qu'on veut faire une approximation im de V la plus simple possible, c'est-à-dire qui est polynomiale de degré m-1, avec m donné, on définit
un polynôme unique de degré m-1 à condition que les points soient différents, eh bien, le choix intuitivement le plus simple, on prend 2 points, on fait passer une droite, prend 3 points, on fait passer une parabole, on prend 4 points, on fait passer une cubique, on prend m points, on fait passer un unique polynôme de degré m-1. Eh bien, ce problème-là, si on augmente m, nous conduit tout de suite à un problème qui est le problème de la constante de Lebesgue. La constante de Lebesgue qui mesure en quoi le polynôme IM qui est reconstruit pour coïncider avec V au point XI approche bien au sens des polynômes la fonction V en question et qui nous dit que V moins IM de V en norme L infini se majore par lambda M de l'ensemble des points X multiplié par l'infimum de V moins PM dans L infini, PM appartenant à l'ensemble des polynômes M-1. Alors cette constante de Lebesgue qui dégrade la meilleure approximation possible par des polynômes, elle a le mauvais goût de ne pas être uniformément bornée, jamais. D'accord ? Il y a le théorème de Lavallée-Poussin qui dit que lambda m de x explose grosso modo comme une constante fois un log de m. Qui dit aussi que si l'ensemble des points est équidistant comme ici, alors la constante de Lebesgue explose de façon exponentielle. D'accord ? Donc, lorsque on veut avoir une approximation avec 11 points, donc des polynômes de degré 10, la constante de Lebesgue est exponentiellement grande avec un exponentiel de 10 qui commence à compter, à devenir un petit peu beaucoup. Donc on perturbe énormément l'approximation par l'interpolation à cause de cette constante de Lebesgue. Alors on est sauvé dans ce cadre d'approximation en dimension 1 avec des polynômes, et ce n'est pas du tout ce qu'on veut faire, hein, mais je rappelle simplement que c'est un problème complexe, on est sauvé par le fait que cette valeur de log de m est pratiquement obtenue par les points de Tchebyshev, qui sont des points xi, qui sont des cosinus de pi i pi sur m, quelque chose comme ça, qui sont donc des points qui ne sont pas équidistants sur l'intervalle AB, mais qui sont, donc ça c'est si j'étais entre moins 1 et plus 1, qui sont, on trace sur AB un demi-disque que l'on coupe, lui, comme un gâteau en parts égales, et donc on prend les cosinus de ces points-là, alors j'en ai mis 3 ici, donc il m'en faudrait 3 ici, voilà, et ça nous donne des points, vous voyez, qui sont des points non pas équidistants, mais qui se resserrent sur le bord ici en 1 sur m carré, alors qu'ici, c'est grosso modo du 1 sur m, enfin b-a sur m et b-a sur m au carré, et qui montre que, donc, premièrement, le choix optimal n'est absolument pas évident, et il conduit de toute façon à une perturbation par rapport à la meilleure approximation possible qui, elle, est très difficile à construire. Donc, dans le cadre polynomial, la situation est sous contrôle, du moins si on est en dimension 1. Si on est en dimension 2, le problème est encore ouvert. C'est-à-dire, sur des triangles, quels sont les meilleurs points d'interpolation? Même sur un triangle, c'est déjà pas connu. Et donc, sur une forme quelconque, c'est encore beaucoup plus compliqué, et ne parlons pas de la dimension 3. D'accord? Donc, ici, c'est exactement pourtant ce que je veux faire. C'est-à-dire, à partir de valeurs sur mon domaine oméga, et mon domaine oméga, il peut avoir à peu près n'importe quelle forme. Regardez les problèmes qui ont été exposés les séances précédentes et dans les séminaires suivants. Vous comprendrez bien que oméga, il a une forme
tout à fait compliqué et qui est dépendant du problème de chacun des industriels qui se posent la question. Donc l'ensemble oméga, le domaine oméga est très compliqué. Et puis, je n'ai pas dit comment je reconstruisais ma solution. Ce n'est pas une approximation polynomiale que je vais vouloir faire forcément, parce que l'approximation polynomiale, elle est bonne si les fonctions V sont suffisamment régulières, c'est-à-dire on sait que cet inf de V moins Pm va être d'autant meilleur que M va augmenter à condition que V soit suffisamment régulière. Et donc, pour le moment, on a supposé quelques petites choses sur mes solutions, certaines régularités par rapport à mu. On peut imaginer qu'elle va avoir certaines régularité en espace aussi, mais ce n'est pas la qualité première de nos solutions, bien qu'on puisse espérer que l'épaisseur de Kolmogorov soit petite. OK. Alors, cette méthode est une méthode empirique sur laquelle il n'y a pas de grand résultat pour le moment et qui est définie de la façon suivante. Alors, définition de la méthode EIM, il me faut un effaceur et le voilà. Donc, première chose, la méthode d'interpolation empirique. Et donc, on a S, qui est normalisé ou pas l'ensemble de ces solutions, mu appartenant à D. D'accord ? Et puis, on va la scanner, c'est-à-dire que D, on va l'approcher par un ensemble des grands M de valeurs mu I, mu J, J, qui va de 1 jusqu'à grand M, suffisamment grand et éventuellement qu'on va enrichir petit à petit pour bien représenter ces solutions-là ou ces fonctions. Hein. Les fonctions qui sont U ici, ça peut être comme dans ce qu'on a commencé à faire jusqu'à présent, les solutions d'un problème qui nous intéresse, ou éventuellement ça peut même être des fonctions qui nous sont données indépendamment de la résolution d'un problème, des fonctions dont on peut calculer la valeur en un certain nombre de points assez facilement, mais la représenter facilement est un peu compliqué. Alors, donc, on a le U de mu, on va l'évaluer en certains mu J, J allant de 1 à grand M, qui représente suffisamment bien la variété qui nous intéresse. Et puis, on va construire les points. Mais les points, ils sont donc dans le domaine oméga. Et alors, la première chose qu'on va faire, c'est prendre une solution représentative. D'accord ? Alors, on va donc choisir mu1, par exemple, pour que U de mu1 soit représentative. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose. Alors, par exemple, on va considérer mu1 tel que U de mu1 en norme L infini est maximum. Mu1 égale l'argmax des U de mu en norme L infini. Alors, si je les ai normalisés, ce n'est pas une façon de choisir, mais on va considérer qu'on peut démarrer d'une façon ou d'une autre. Alors, à ce mu1, on va associer un premier point x1 qui va être l'argmax de U de x et de mu1. D'accord ? Alors, donc, U de mu1, c'était une fonction définie sur oméga, donc il y a une dépendance en x, je n'avais pas mis de point jusqu'à présent. Et donc, cette fonction-là, on peut l'évaluer sur oméga et regarder le point où elle est le plus grand possible. Alors, comme mes fonctions ne sont pas triviales et ne sont pas toutes égales à 0, donc l'argmax qui est là n'est pas égal à 0. Le max de norme à l'infini n'est pas égal à 0, donc il y a bien un point où cette fonction est maximale. Et donc, on va appeler zeta1 la première fonction qui va être égale à U de x et de mu 1 divisé par la valeur absolue de U de x1 et de mu 1. Et x1 va être le premier point d'interpolation.
Alors ce premier point d'interpolation, il va nous permettre de construire un opérateur d'interpolation I1 qui a toute fonction phi, même des fonctions qui ne sont pas forcément dans S, va associer l'unique fonction engendrée par U de mu1 qui coïncide avec phi de x1 au point x1. Et donc, ça vaut phi de x1 multiplié par zeta 1. D'accord ? En effet, vous vérifiez que c'est bien une fonction qui est engendrée par l'espace, dans l'espace, c'est bien dans l'espace engendré par U de mu1, puisque zeta 1, c'est le U de mu1 normalisé, et que d'autre part, en x1, zeta 1 de x1 vaut 1 par définition, et, ah oui, à condition que je ne le divise pas par la valeur absolue, je ne sais pas pourquoi j'ai mis une valeur absolue, sans le diviser par la valeur absolue, donc ça vaut 1, et donc U1, I1 de phi au point x1 vaut phi de x1. Alors ensuite, de façon récurrente, je vais supposer que l'ensemble des points rang x m-1 égale x1, xm-1 est défini, et que j'ai zeta 1, zeta 2, zeta m-1 qui ont été définis à partir d'un certain nombre d'évaluations de U de mu. Alors qu'est-ce que je vais faire avec ça ? Eh bien, je suppose donc que les zeta 1 de x1 est égal à 1. Je vais supposer que zeta 2 de x1 est égal à 0 et zeta 2 de x2 est égal à 1. Zeta 3 de x1 est égal à 0, zeta 3 de x2 est égal à 0, zeta 3 de x3 est égal à 1. Donc, vous avez compris ce que je suis en train de faire. Je suis en train de partir d'une, grosso modo, presque une base de Lagrange sur les points x qui sont ici. Et j'ai donc la définition xm-1 qui est l'espace vectoriel engendré par les états i allant de m jusqu'à m-1, et j'ai un opérateur d'interpolation, im-1, qui à tout phi associe un élément unique de xm-1 qui est tel que im-1 de phi de xi est égal à phi de xi pour i allant de 1 jusqu'à m-1. Donc je suppose que j'ai ça, et je vais enrichir en choisissant un nouveau point l'ensemble que j'ai construit précédemment. Et pour le moment, je n'ai qu'un seul point, puisqu'il n'y a que le premier point dont j'ai expliqué la construction. Alors, pour définir mu m, la nouvelle valeur où je vais évaluer la fonction u de mu pour me donner le zeta m qui est là, eh bien, ça va être le arg max en mu de u de mu moins l'interpolé m-1 de u de mu en norme à l'infini. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans le cadre d'une méthode greedy où je vais construire les uns après les autres les points et les paramètres, ou plus exactement les paramètres et les points, pour suppléer au manque d'information, au manque d'approximation de l'opérateur d'interpolation qu'on vient de construire. D'accord ? Donc mu-m, c'est là où l'opérateur d'interpolation est, dans la norme qui m'intéresse, le plus mauvais possible. Et donc, une fois qu'on a ce u de mu-m, on définit xm comme étant l'argmax en x de u de x et de mu-m moins l'interpolé précédent de u de mu-m calculé en x en valeur absolue. Et j'appelle zeta m u de point et de mu-m moins l'interpolé m-1 de u de point et de mu-m divisé par la valeur au point xm
Voilà, de sorte que zm au point xm est égal à 1, et effectivement, zm, puisque c'est un u moins im moins 1, en tous les points x1, x2 jusqu'à xm moins 1 est égal à 0. Donc, continue bien cette proposition que j'avais écrite ici. Alors, c'est donc une méthode greedy qui est donc améliorable au cours des opérations, et les points qu'on a construits ne sont pas perdus. D'accord ? C'est-à-dire que xm est bien ajouté au point précédent, x1 jusqu'à xm-1. Et de même, les espaces x sont emboîtés au sens où xm, c'est égal xm-1 plus l'espace vectoriel engendré par zm. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, du coup, im d'une fonction phi quelconque peut se calculer à partir de im-1 de phi en ajoutant quelque chose. Alors, le im-1, il appartient à xm-1, et le im, on veut qu'il appartienne à xm. Donc, on va lui rajouter quelque chose, parce que déjà, im-1, il n'est pas trop mal. im-1, il coïncide avec phi au point x1 jusqu'à xm-1. Et im de phi, il doit coïncider avec phi au point x1 jusqu'à xm-1, et en plus en xm. Donc, le im-1, a priori, ne marche pas en point xm. Et donc, qu'est-ce qu'on va prendre ? Eh bien, on va prendre phi moins im-1 de phi, calculé au point xm, multiplié par zm. Donc cette formule de récurrence qui nous permet de construire les uns après les autres ces approximations permet de comprendre en quoi la méthode est pas trop mal. Parce que donc, la constante de Lebesgue qui est là, c'est la norme L infinie de l'opérateur d'interpolation. Et donc, vous voyez que la norme L infinie de l'opérateur d'interpolation qui est là est liée à la norme infinie de l'opérateur d'interpolation qui est là, plus ceci, zm, il est de norme L infinie égale à 1, puisque j'ai défini le point xm comme étant le point où cette chose-là, u moins l'interpolé, est maximum. Je divise par cette valeur-là, qui a priori donc est non nulle, et donc j'obtiens un zm de norme à l'infini est égal à 1. Le point où zm va atteindre son maximum, c'est le point xm, où justement ça vaut 1. Et donc, la constante de Lebesgue m se majeure par la constante de Lebesgue L-1, plus 1, multiplié par justement le phi moins im-1 de phi. Et sur S, eh bien, cette quantité-là, elle est censée tendre vers 0. Alors, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce que cette bonne propriété d'approximation est liée à la constante de Lebesgue, mais on comprend quand même que ça peut bien se passer. Alors, je n'ai pas encore réussi à démontrer qu'effectivement ça se passe bien. Ça fait 10 ans que je pense être proche, mais qu'il y a toujours un truc qui ne marche pas. Mais néanmoins, quand on vérifie, quand on calcule ces constantes de Lebesgue, eh bien, c'est pour ça qu'on a appelé ça les points magiques, parce qu'on est loin d'avoir une croissance exponentielle de la constante de Lebesgue. Elle est tout à fait raisonnable, elle est souvent bornée, et puis elle est aussi, quand elle croît de façon linéaire, polynomiale de degré 2, mais c'est vraiment très rare qu'elle conduise comme ça. Enfin, on peut construire des cas dans lesquels la constante de Lebesgue est exponentielle, mais c'est des cas justement où on n'est pas dans un cadre d'épaisseur de Kolmogorov petite, où on peut approcher la solution par peu de degrés de liberté. Ok, donc ça c'est la méthode de construction, et vous voyez que cette méthode de construction, elle ne nécessite pas du tout
de résoudre le problème, il suffit de connaître les U de mu. Donc si c'est des fonctions qui sont données a priori, eh bien, on peut les représenter comme ça dans une base réduite à partir de l'interpolation. Alors ça, c'est le premier point, où on construit donc les points et les fonctions, construction alternée de fonctions d'interpolation et de points d'interpolation. Alors, si par hasard, vous êtes parti d'un ensemble de fonctions pour lesquelles vous avez déjà fait une SVD, d'accord ? Si vous connaissez déjà, je vais appeler des xi1, xi2, xm, d'accord, des fonctions qui sont appropriées dans le cadre des méthodes de base réduite pour trouver une bonne approximation du problème, d'accord ? Alors dans ce cas-là, vous pouvez définir un ym qui est l'espace vectoriel engendré par les xi1, xim, et vous pouvez vouloir utiliser cet ensemble-là pour faire de l'interpolation, d'accord ? Donc dans ce cadre-là, les xi, je ne vais pas utiliser le EIM de départ, parce que le EIM de départ, il construit aussi les fonctions. Donc si je veux travailler dans cet espace ym de fonctions engendrées par xi1, xim, ben je peux tout à fait le faire. Alors cet ensemble-là, il faut qu'il soit bien évidemment ordonné pour que l'approximation sur xm soit assez bonne et que l'approximation sur xm plus 1 soit meilleure. Et donc on améliore par petites touches, mais les premières fonctions sont celles qui représentent le mieux la solution. Alors dans ce cadre-là, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, on peut définir le point x1 comme étant justement le argmax de xi1 de x en valeur absolue. Et on va définir zeta1 comme étant xi1 de x divisé par xi1 de x1. Ça va être la première fonction zeta1 qui va nous permettre de faire la première interpolation. Et donc ça va nous définir un opérateur d'interpolation I1 de phi comme étant égal à phi de x1 multiplié par zeta1. Exactement pareil. Mais le zeta1 qui est là ne vient pas d'un choix a priori, mais il vient d'une construction initiale. Alors, xi2, je l'ai déjà. Alors, je vais regarder comment xi2 s'approche par cet opérateur d'interpolation. Et je vais appeler x2 l'argmax en x de le xi2 moins i1 de xi2 calculé au point x. Et je vais définir zeta2 comme étant égal à xi2 moins i1 de xi2 divisé par xi2 de x1 moins i1 xi2 de x2. De x2. D'accord ? Donc la construction va être exactement similaire. Si les fonctions qu'on a prises, xi1, xi2, xim, sont linéairement indépendantes, ce qui est le b à bar avec une méthode SVD qui nous a amené à cette construction de la base réduite, alors évidemment, ces choses-là ne vont jamais s'annuler, donc il va forcément y avoir un point où il va y avoir l'argmax, et donc on va bien pouvoir définir ainsi un espace vectoriel qui est tout à fait le même que cet espace ym, mais construit avec des fonctions qui vont nous permettre de faire l'interpolation et revenir exactement à cette même notion qui est là. D'accord ? Et dans ce cadre-là,
l'interpolation, on est un petit peu plus garanti qu'elle est bonne parce qu'on a trouvé cet espace-là. Et dans ce cadre-là, on est plus proche de trouver une borne sur la constante de Lebesgue. Alors donc ça, dès le début, on avait proposé qu'on puisse utiliser une base qui vient de façon extérieure, donnée comme étant une bonne approximation, et on peut construire sur cette base-là des points d'interpolation. Alors, remarque, on a fait ça pour des xi1, xi2, xi-n qui sont un ensemble de polynômes. D'accord ? Et donc, on trouve des points qui, en dimension 1, sont très proches des points de Chebyshev. L'intérêt, c'est que c'est des points qui sont additionnés. Si vous prenez m point de Chebyshev ou m plus 1 point de Chebyshev, c'est des points qui sont totalement différents. Donc là, on prend des points qui sont construits et qui ont une constante de Lebesgue qui est un petit peu moins bonne, bien évidemment, que les points de Chebyshev, mais qui est tout à fait raisonnable. Et donc, il y a des choses à comprendre sur ce procédé d'interpolation, mais surtout sur un domaine quelconque, sur un triangle, sur un tétraèdre, sur un trapèze, eh bien, ça vous donne une façon de construire des points qui vont donner une bonne méthode d'approximation. Que vous partiez avec des fonctions qui sont des polynômes, ou ce que vous voulez, ou alors à partir de fonctions qui sont définies de cette façon-là. Alors, ceci nous permet, entre parenthèses, une petite incise, de revenir sur la problématique où on avait notre problème qui était de trouver U de mu, solution de ce problème f de V et de mu, quel que soit V. Donc les U de mu, c'était les solutions de ce problème-là. Et on avait dit que dans le cas affine décomposable, on supposait que A de mu était une somme de GP de mu, AP de U et de V, avec les AP qui sont indépendants de mu. Ça, c'était important pour mettre en œuvre la méthode de façon rapide, en calculant offline la partie coûteuse qui était le calcul des AP de zeta-i, zeta-j, mais ensuite, online, connaissant mu, eh bien, on agite le GP de mu qui est ici. Alors, ça, c'était donc un cas où, par exemple, A de V et de mu, c'est l'intégrale sur oméga de G1 de mu plus fois gradient de U, gradient de V, plus l'intégrale de G2 de mu multiplié par UV, par exemple. D'accord ? Donc le A de U, de V et de mu, c'est des intégrales représentant un opérateur différentiel d'ordre 2 dans lequel j'ai des coefficients qui sont là. Alors si je fais sortir ces coefficients qui sont là, eh bien, on voit bien qu'il y a la décomposition affine qui va arriver. Mais du coup, ça ne résout pas le problème quand j'ai un G de x et de mu, gradient de U, gradient de V est égal à FV qui va être derrière. Alors, dans ce cadre-là, eh bien, on se dit que si on espère que U va générer une variété ici qui va être décomposable et de petite complexité, c'est que les G, qui sont des fonctions données par le phénomène qu'on est en train de regarder, le G ne doit quand même pas être trop compliqué. D'accord ? Naturellement, il semble raisonnable, mais ce n'est pas une obligation, que G de petite dimension implique S de petite dimension. En fait, je vous avais exposé ce résultat de Cohen-Devor qui était dans le cadre où la dépendance en paramètres était holomorphe.
on avait ce passage, les données sont de petite dimension, alors l'output est de petite dimension de Kolmogorov aussi. Donc, supposez que les G qui sont des choses qui sont données, que je suis capable de calculer en tous les points, sont effectivement représentables de façon approchée, est une question, est un objectif tout à fait naturel. Mais du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le EIM qui est ici pour approcher G de X et de mu. On va l'approcher par un IM de G, de X et de mu. C'est-à-dire qu'on va représenter le G de X et de mu comme étant une somme de G de XI et de mu multipliée par des fonctions. Alors, ce n'est pas les états I, mais ça va être des qui I allant de 1 jusqu'à M, et les qui I étant des éléments dans l'espace que j'ai noté YM, qui est engendré par les états qui sont là-bas. D'accord? Donc je vais faire cette approximation de G par l'interpolation empirique, où les fonctions qui I sont des fonctions qui I de X, qui sont fixées. Alors dans ce cadre-là, l'intégrale de G gradient de U gradient de V va être approchée par l'intégrale de, je vais remplacer G par son interpolant, donc par une somme ici de G de XI et de mu. Mu est donné aujourd'hui, donc mu aujourd'hui je vais calculer, évaluer la fonction G au point magique, au point d'interpolation de XI. Je vais avoir un qui de X qui va être ici, et je vais avoir un gradient U, gradient V. Et dans U et V, vous vous souvenez, c'est la base réduite associée à S. Donc des états I, des états M, des états N. Alors, maintenant, cette chose-là ne dépend plus de X. Donc, je peux le sortir de l'intégrale. Donc, cette somme et ces paramètres qui sont là, les G de X et de mu, donc la seule chose qui dépend de mu, peut sortir. Et donc, dans ce cadre-là où je n'ai pas de décomposition affine, j'ai une approximation affine quand même, avec des AP de U et de V, qui est l'intégrale de qui P de X, gradient U, gradient V. D'accord? Et vous voyez qu'ici, j'ai plus de mu. Donc, ça peut effectivement être calculé a priori pour calculer une approximation de cette forme bilinéaire dans le cas où G de X et de mu est une fonction paramétrée par mu, tout à fait contrôlable, calculable facilement lorsqu'on me donne mu au point xi, puisque les points xi sont déterminés, et qui me permet donc de calculer facilement la matrice associée à ce problème-là quand je le résous par base réduite. D'accord? Et donc l'erreur, l'erreur qui va apparaître, ça va être l'erreur que je fais lorsque je remplace G par son interpolé. Et quand je remplace G par son interpolé, vous voyez que j'ai une approximation qui, a priori, devient de meilleure en meilleure et qui peut être testée a priori, qui nous permet d'avoir une estimation de l'approximation des fonctions G qui sont ici. OK. Alors, on peut généraliser cette méthode pour calculer le A de U et de V en considérant la représentation élément fini si la solution précise a été calculée par une méthode d'élément fini. On a une grosse matrice qui représente cet opérateur-là qui est la matrice élément fini, donc de taille n sur n. D'accord? Et donc, dans la thèse de Negri sous la direction de Alfio Quarteroni, ils ont utilisé cette méthode EIM appelée matrix EIM pour extraire à partir de cette grande matrice-là les éléments qu'il faut calculer pour être capable de représenter rapidement la construction de la solution. Donc,
cette méthode-là a généré pas mal de choses. Il y a pas mal de développements derrière qui permettent de concevoir ça. Alors, cette méthode d'interpolation-là, on peut la surclasser en mettant plus de points et en ne demandant plus maintenant que l'interpolé coïncide avec la fonction phi en tous les points. On peut mettre plus de points et essayer de définir l'opérateur d'interpolation par des moindres carrés en augmentant, ce qui permet de stabiliser la méthode, mais l'idée est à peu près la même. Donc tout ça, c'est les méthodes d'hyperréduction qui ont été développées par la suite. Alors, dans le cadre de la méthode EIM, on est donc parti de l'encodeur, grosso modo, qui a une fonction, associe ses valeurs en des points, et on essaie de reconstruire la solution à partir de ces données qui est là. Ces données étant les valeurs de la fonction en des points. Alors, plutôt que ça, on peut définir les données. Donc, on a vu les valeurs de la fonction v en des points xi, ce qui peut parfois être un peu difficile à concevoir dans un cadre où on prend des mesures pour des fonctions qu'on essaie de reconstruire. La donnée, ça peut être aussi une forme linéaire plus générale définie sur x, où x n'est plus dans ce cas-là l'ensemble des fonctions continues, mais ça peut être simplement des fonctions L2, donc ça peut être beaucoup plus général. Et les formes linéaires, du coup, ça peut être des choses qui sont non pas la valeur en un point, mais une valeur moyenne autour d'un point. Quand vous prenez un capteur, généralement, ça ne prend pas la valeur en un point, mais ça prend la valeur autour du point qu'on considère, parce que un capteur, ça a toujours une certaine taille, et donc c'est plutôt une moyenne autour de ce point-là. Donc ça peut être un sigma i de phi, qui est une intégrale de phi fois une fonction qui de x moins xi dx, ou qui, ça va être en dimension 1, ça serait une fonction définie comme ça, qu'on va prendre de norme 1 et qui a une petite taille. Ou alors, on peut prendre un 1 sur epsilon qui est epsilon de x moins xi si on veut éventuellement avoir des capteurs de tailles différentes, de précision différentes. Donc, en tout cas, les sigma i qui sont là, ça va être donné par la forme du ou des types de capteurs qu'on va avoir. Et donc, on va faire la même chose. On va faire la même chose, c'est-à-dire, on va faire, dans le cadre GEIM, on va définir de façon itérative les fonctions zeta-i associées à des valeurs du paramètre mu i et des points xi autour desquels on va calculer la solution. Alors, en fait, on va remplacer ça tout simplement par sigma i, parce que sigma i, ça peut être une forme linéaire quelconque. Et donc, on va définir ça de façon greedy, itérative, encore de la même façon, c'est-à-dire, on va définir mu1, pris un peu au hasard, ou alors parce qu'il nous semble plus représentatif, et on va donc considérer u de x et de mu1, et ensuite, on va définir sigma 1 comme étant l'argmax en sigma de sigma de u de point et de mu1. Et puis, on va définir zeta 1 comme étant u de x et de mu1 divisé par sigma 1 appliqué à u de point et de mu1. Et ensuite, ça va nous permettre
de définir un premier opérateur d'interpolation que je vais appeler J1 de phi comme étant égal à sigma 1 de phi multiplié par zeta 1. Comment est-il défini, cet opérateur d'interpolation généralisé? Eh bien, il est défini pour que la mesure sigma 1 sur phi coïncide avec la mesure de sigma 1 sur J1. D'accord? Et on continue comme ça, en définissant le paramètre mu2 comme étant celui pour lequel cette approximation par une interpolation au niveau 1 va être la plus mauvaise, et sigma 2 comme étant celui qui est capable justement de mieux identifier cette erreur-là. Et donc, on définit ainsi les opérateurs. Et ces opérateurs-là, vous voyez, vont avoir exactement la même forme que celle-ci, c'est-à-dire que l'approximation JM de phi va être égale à JM-1 de phi plus sigma m de phi moins JM-1 de phi multiplié par zeta m. OK? Alors, ce qui est intéressant de voir à ce niveau-là, donc, on est en train de construire d'une autre façon que la SVD, et donc de façon greedy, une approximation de l'ensemble S qui a des données ponctuelles ou des données obtenues par des capteurs qu'on considère comme étant des capteurs linéaires, va nous permettre d'avoir une approximation emboîtée qui va s'améliorer petit à petit. Alors pourquoi elle s'améliore petit à petit? Parce qu'elle est censée converger, et donc dans la pratique, on vérifie qu'elle converge bien. Je répète, ça fait 10 ans, 15 ans que je me torture pour démontrer que sous des bonnes conditions, ça marche. Donc, sous les bonnes conditions, on vérifie que ça marche, donc ça doit marcher, et il y a bien un jour où moi ou quelqu'un d'autre, et ça ne me dérangerait pas que ce soit quelqu'un d'autre, qui trouve la solution. Alors, en tout cas, donc on voit que ce qu'on fait, c'est qu'on apporte à IM-1 petit à petit des améliorations de la solution, puisque ces quantités-là, elles diminuent petit à petit. Lorsque M augmente, eh bien, la taille de phi moins l'interpolé diminue petit à petit. Donc, quand on déroule ça, ça permet de voir que phi va être approché par un IM de phi, et bon, ça ne marche pas pour phi quelconque, ça va marcher simplement pour des phi qui vont appartenir à S ou à un espace vectoriel engendré par S. D'accord? Donc, phi va être approché par IM de phi, et on a dit que c'est IM-1 de phi plus une quantité évaluée soit en XM, soit au travers de sigma m. Donc, on va appeler ça un alpha m de phi multiplié par zeta m. Et donc, si on déroule ça, ça va nous donner une somme de alpha m de phi, zeta m, de m allant de 0 jusqu'à grand M, et avec les alpha m de phi qui sont de la taille de phi moins im de phi, et donc qui décroissent. D'accord? Donc on voit que cette approximation, elle rajoute des touches qui sont a priori censées être de plus en plus petites, d'accord? Et donc c'est quelque chose d'important à noter parce que là, on est encore dans un cadre totalement optimal, non réaliste. Enfin, réaliste si je veux l'appliquer à une fonction g, d'accord? Mais si je suis dans le cadre du GEIM, si je suis dans le cadre du GEIM et que mes états sont représentables, sont des solutions d'un problème
que j'ai modélisé par une EDP avec des paramètres. Bien. Alors, je veux reconstruire cette solution-là à partir de données. OK. Alors, qui a déjà mesuré un état sait qu'il va faire une erreur. D'accord? On fait toujours des erreurs. D'accord? Donc, on fait toujours des erreurs, ce qui fait que ce qu'on va vouloir mettre ici, c'est-à-dire le sigma m de phi moins jm de phi, va être entaché d'erreurs. D'accord? Et donc, ces erreurs-là vont nous déstabiliser le procédé de reconstruction optimale qui est marqué ici. D'accord? Donc, il faut tenir compte de ces erreurs pour être capable de voir dans quel cadre on va être capable de reconstruire l'état. OK? Alors, le fait de savoir a priori que les coefficients vont décroître selon une certaine loi qu'on va apprendre, c'est-à-dire que je peux imaginer offline, j'ai un temps infini devant moi, d'accord? Donc, je calcule plein de solutions, d'accord? Et avec ces solutions, je bâtis ça et j'apprends pour plein de solutions U de mu, j'apprends comment les coefficients décroissent ici, d'accord? Eh bien, ils vont être dans des boîtes de plus en plus petites, d'accord? Ils vont être dans des boîtes de plus en plus petites, ce qui fait que si après, à partir de mesures imprécises, je veux reconstruire quelqu'un qui est censé être dans S, mais dont j'ai une estimation imprécise parce que j'ai fait des erreurs, eh bien, le fait d'imposer cette décroissance qui a été apprise sur S et qui est vraie sur S va me permettre de stabiliser les choses. D'accord? Donc, apprendre la décroissance des alpha m de phi permet de stabiliser l'étude, la reconstruction. Alors ça, c'est des choses qu'on a bien maîtrisées et vues dans une collaboration avec Gong, Moula et Tadei, où on a justement regardé l'effet de l'erreur, qui est un bruit éventuellement aléatoire, et qui était donc mieux pris en compte si on utilise cette borne qui est apprise sur l'ensemble des solutions. D'accord? Donc ça, c'est la méthode EIM, GEIM. À partir des données, on reconstruit la solution, et si éventuellement il y a du bruit, on arrive à maîtriser les choses, parce que justement, cette méthode empirique de reconstruction est une méthode qui conduit, d'une façon pas totalement maîtrisée pour le moment, à des constantes de Lebesgue qui sont relativement stables et qui assurent donc la stabilité et le fait que les erreurs sur les mesures ne vont pas être amplifiées. OK. Alors, on va passer maintenant à la méthode PBDW. Donc, EIM, GEIM, on travaille sur un ensemble exactement de fonctions qui sont paramétrées. Voilà, je suis éventuellement capable pour un mu donné, de la calculer de façon précise mais longue, et je suis intéressé à partir de mesures, quelques mesures, de la reconstruire de façon la plus précise possible. Alors maintenant, de même que j'ai dit que les mesures étaient toujours entachées d'erreurs, le modèle n'est jamais la réalité. Le modèle est une approximation de la réalité dans lequel la réalité, c'est un état qui va s'appeler U étoile et qui est modélisé par
une EDP dont la solution va être U de mu. D'accord? Alors, à ce niveau-là, il y a une erreur. Il y a une erreur qui est l'erreur du modèle. D'accord? Et que je vais appeler epsilon m pour erreur de modèle. OK? Et qui fait que si je considère la variété des solutions S pour lesquelles je définis une méthode de réduction qui est un espace vectoriel engendré par des U de mu1, U de mu2, U de mu n, sélectionnés soit par une méthode greedy basée sur un estimateur d'erreur a posteriori, ou alors par une méthode GEIM ou une méthode EIM. Donc on a une façon d'avoir une approximation du manifold qui est là. Eh bien, ce que je suis capable d'avoir, c'est une approximation de mu par un UN de mu qui, dans X, va tendre vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Et on espère qu'avec une petite valeur de n, ça va bien être le cas. Mais notre état, eh ben, il est éventuellement représentable par un mu étoile qui est l'argmin de U étoile moins U de mu norme de X, l'argmin étant pris sur tous les mu, comme étant associé au paramètre pour lequel la solution U de mu est la plus proche possible du U étoile. Et donc, quand on veut faire l'approximation de U étoile, au travers de U de mu étoile et au travers de UN de mu étoile, eh bien, ce que je sais, c'est que cette erreur-là, d'accord, elle va éventuellement dépendre de grand N. Je vais mettre un grand N en haut parce que j'ai mis bêtement un grand M en bas. Donc, cette erreur epsilon de n va éventuellement décroître lorsque n va augmenter, mais elle va rester de toute façon toujours supérieure au epsilon de modèle, l'erreur du modèle. OK? Alors, qu'à cela ne tienne, on est quand même capable, après avoir fait cette étude de réduction et construit l'espace vectoriel associé au modèle qui nous intéresse, on est capable quand même d'avoir des mesures sur l'état. OK? Et donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est définir une approximation de U étoile comme étant égale à un certain Vn, Vn qui va appartenir à Xn et éventuellement va être dans un espace de dimension qui va croître, plus un complément que je vais appeler état. Un complément que je vais appeler état et qui va me permettre d'approcher la solution U étoile en tenant compte de mesures qui vont être prises sur U étoile. D'accord ? Alors, dans un premier temps, je vais supposer que j'ai une infinité de façons de prendre mes mesures. Je suis capable de prendre une infinité de mesures sur mon état. Et après, je vais revenir à la réalité.
Alors, je vais définir donc de façon optimale, dans ce cadre-là, je vais définir U étoile n, V étoile n, état étoile n, comme étant l'argument qui minimise la norme de état n au carré dans l'espace grand X ambiant sur tous les U n qui appartiennent à X, tous les Vn qui appartiennent à Xn et tous les zeta n qui appartiennent à X, et qui vérifie que Un est égal à état n plus Vn, et que la mesure de Un est égale à la mesure de U étoile. Et alors, je vais lui rajouter vrai, c'est-à-dire les vraies mesures. Alors, qu'est-ce que c'est les mesures? Eh bien, les mesures, c'est une mesure qui est linéaire, une mesure qui est une forme linéaire sur l'espace X, et c'est donc un élément qui appartient à l'espace X étoile. X étoile, oui. Et donc, sigma de UN, UN qui est état n plus Vn, est égal à sigma de U étoile, les vraies mesures que j'ai prises. Alors, ce qui est clair dans ce cadre-là, c'est que j'ai donc une infinité de mesures. Je suis en train de mesurer sur tous les éléments possibles. Et dans ce cadre-là, évidemment, je vais reconstruire la solution. Et ce qui est clair dans ce cas-là, c'est que le UN étoile qui vaut état plus le Vn, c'est-à-dire l'élément dans la base réduite qui représente les solutions du modèle, plus le état qui est là et qui est un état tout à fait quelconque et qui est là justement pour que les mesures soient vérifiées, bien, il est clair que dans ce cadre-là, le UN étoile reconstruit ainsi est égal à U étoile vrai. Et il se décompose, bien évidemment, comme étant la projection de U étoile vrai sur l'espace Xn, plus une partie qui est du coup dans l'orthogonale de Xn et qui est la projection sur l'orthogonale de Xn. Donc, pas de difficulté. La solution de ce problème-là, qui minimise le complément à la projection de la véritable solution sur la représentation base réduite du modèle, est justement ce qui manque au modèle pour être capable d'approcher l'état réel. D'accord? Et c'est obtenu donc en minimisant ce complément qui est là. Alors maintenant, on va revenir dans la vraie vie où on n'a non pas accès à toutes les mesures, mais on a accès à, comme dans le cas du GEIM, on a accès à quelques mesures.
grand M mesures avec grand M supérieur ou égal à n. Alors, la première chose, c'est que si m est égal à n, c'est-à-dire si mon nombre de mesures est exactement égal à la dimension de l'espace que j'ai construit pour approcher les solutions de mon problème paramétré qui est censé donner une bonne idée de la solution exacte, ben dans ce cas-là, ma méthode, c'est simplement la méthode GEIM. D'accord? Donc le cas le plus intéressant, c'est lorsque m est plus grand que n. D'accord? Donc dans le cadre où m est plus grand que n, alors je vais définir un espace UM qui est l'ensemble des formes linéaires qui me définissent mes mesures. Donc, j'ai les sigma i pour i allant de 1 jusqu'à grand M, qui sont les m mesures auxquelles j'ai accès. Alors, on sait bien, quand on est dans un espace de Hilbert, que les formes linéaires qui sont ici, au travers de l'opérateur de Riesz, peuvent être associées à des fonctions u indice sigma qui appartiennent à x, de sorte que sigma appliqué à une fonction v quelconque dans x est égal au produit scalaire de u sigma avec v dans x. D'accord? Donc l'espace UM qui est là, ça va être l'ensemble des u indice sigma i pour i allant de 1 jusqu'à m, et on considère l'espace vectoriel associé. Alors, de même qu'on avait défini cette reconstruction dans le cadre d'un nombre infini d'observations, on va définir de la même façon le UNM étoile VNM étoile eta NM étoile comme étant l'argmine du complément eta NM au carré sous la contrainte que UNM appartient à X, Vn appartient à Xn et eta n appartient à, cette fois-ci, Um. Je ne prends que des incréments qui sont dans l'espace vectoriel engendrés par les représentants de Riesz des mesures qui sont là. Alors, sous la contrainte que UNM est égal à même chose, eta NM plus VNM, et de sorte que les mesures sigma i appliquées à UNM soient égales à sigma i appliqué à la solution exacte, les vraies mesures que je veux reconstruire. D'accord? Donc, UNM encore est
une somme d'une fonction base réduite qui représente une approximation d'un modèle, sans qu'on connaisse a priori le paramètre associé. Le état NM est un complément dont on minimise la norme et qui est là pour assurer que les mesures prises sur la reconstruction coïncident avec les véritables mesures qui ont été prises sur la véritable solution. D'accord ? Si on a totalement confiance aux mesures, c'est-à-dire on dit on a une erreur de modèle, mais on dit qu'on n'a pas d'erreur de mesure. Pour le moment, voilà. Donc pour le moment, on a exactement cette condition-là, on est sûr de nos mesures, donc on demande que le complément d'information-là soit assuré pour avoir la bonne valeur de l'erreur. Alors, donc, dans ce cadre-là, donc, encore, si m est égal à n, eh bien, on retombe sur la méthode GEIM. Et donc, la méthode PBDW permet donc d'identifier à la fois dans l'espace Xn et dans l'ensemble des mesures qui sont prises, le meilleur compromis pour que les mesures soient vérifiées. D'accord ? Et l'idée que le modèle n'est pas trop mauvais est visible au sens où je minimise le complément par rapport à un élément représentatif de la base réduite. Alors, comment est-ce qu'on caractérise les solutions optimales qui sont là ? Eh bien, on a le fait que état étoile nm fois p est égal à 0, quel que soit p appartenant à xn, c'est-à-dire que tout ce qui peut être pris par le VNM qui est dans Xn, eh bien, ce n'est pas la peine qu'on le mette dans le état, il est déjà, ça va permettre de minimiser le état, donc ce qui fait que le état est du coup orthogonal à l'espace Xn. OK ? Et la deuxième condition, c'est que état nm étoile multiplié par q plus vnm étoile multiplié par q est égal à u étoile vrai q, quel que soit q, appartenant à l'ensemble des mesures. Donc ça, c'est pour traduire cette condition qui est ici sur que les sigmas sont égaux. Alors vous voyez que ce problème est donc un problème mixte dans lequel on a une contrainte d'orthogonalité sur le état étoile et une équation à satisfaire ici pour tous les Q appartenant à UM. Et donc, on peut démontrer que ce problème-là possède une solution à une seule si on a une condition inf-sup. D'accord ? Donc, la condition inf-sup qui apparaît est une condition du type que bêta nm, elle est où ma condition inf-sup ? On a un bêta nm associé à ce problème mixte qui est que l'infimum sur les V appartenant à Xn du sup pour Q appartenant à UM de ZQ, VQ divisé par norme de V, norme de Q, doit donc être supérieur à ce bêta nm qui est là, ce qui veut dire que les mesures, ici, là, ce qu'il faut voir, c'est que ça, c'est les mesures sur V, eh ben, sont représentatives, elles ne sont pas orthogonales à Xn. Alors, ce qu'on obtient comme estimation pour ce problème exact
et on va arrêter là, c'est que, proposition, eh bien, le U étoile vrai moins l'approximation NM est majorée par la meilleure approximation qu'on puisse faire du U étoile vrai moins un Vn moins un Q, où le Vn est pris dans l'espace Xn et le Q est pris dans UM intersecté avec Xn orthogonal. D'accord? Donc par rapport à l'approximation qui est uniquement dans la base réduite, vous voyez qu'on peut rajouter, pour améliorer l'approximation du véritable état, ce Q qui est dans l'espace de Riesz des mesures, qui complémente les données du GEIM, qui étaient simplement celles qui permettaient de reconstruire une solution dans l'espace de base réduite. D'accord? Alors, un petit point quand même, c'est que cette histoire-là de Riesz, elle nous donne un espace UM qu'on pilote moyen, qu'on pilote de façon assez moyenne, puisque les capteurs généralement sont donnés, d'accord, et on subit un peu leur expression de Riesz, alors que vous voyez qu'en complément de l'espace Xn, donc dans U intersecté avec Xn orthogonal, j'aimerais bien avoir des fonctions qui vont représenter de façon à peu près correcte quelque chose qui n'est pas capté par le modèle. Donc des fonctions un peu génériques. Par exemple, on aimerait bien avoir des fonctions radiales, par exemple, dont on connaît les bonnes approximations. Il y a peu de chances pour qu'on tombe forcément sur une approximation radiale ici, sauf si on dessine les capteurs comme étant associés à des fonctions radiales. C'est-à-dire que c'est nous qui dessinons le capteur pour que l'espace UM soit l'espace qu'on a envie d'avoir. OK? Alors, ce petit hiatus, en fait, il peut être couvert par le fait que l'opérateur de Riesz, il dépend du produit scalaire qu'on met sur X. D'accord? Alors, si on a des capteurs, qui sont des capteurs donnés, dont on est capable de définir la façon dont on prend les mesures, et si on a des fonctions qu'on veut mettre dans UM, d'accord? L'idée, c'est de changer le produit scalaire pour que au capteur soient associées les fonctions de base qu'on a envie d'avoir. D'accord? Et ça, c'est possible. Ça, c'est possible de changer le produit scalaire, avoir un produit scalaire qui, bien évidemment, va prendre en compte la condition F sup à peu près celle qui est là, et qui permet, à partir de capteurs dont la géométrie est donnée, d'associer des fonctions de Riesz qui sont des fonctions prédéterminées et qui ont des bonnes propriétés d'approximation. Donc, ça, c'est un travail qu'on a fait avec Tommaso Taddei, dans lequel on a modifié momentanément le produit scalaire pour que, au travers de cette opération de Riesz, à travers un produit scalaire qui est changé par, grosso modo, la définition des sigma, qui est liée à la définition des sigma, et qui fait intervenir l'opérateur d'interpolation GEIM qui est ici. On définit le produit scalaire pour que, justement, ces fonctions-là soient celles qui sortent du produit scalaire. Voilà, et qui nous permet donc d'avoir un infimum sur les Q ici, qui va être d'autant mieux que les Q avec lesquels on travaille ne sont pas des fonctions qu'on subit, mais des fonctions qu'on a pilotées.
Voilà, alors, pour répondre à Albert, c'est la semaine prochaine qu'on prendra en compte le fait que les mesures qui sont là, avec le modèle qui est approché, ben, les mesures sont aussi des mesures approchées, et on inclura tout ça dans des problèmes de optimal recovery. Très bien, on arrête, 11h05, je crois que c'est l'heure. Est-ce qu'il y a des questions ?